C'est pas très fort, hein, le son. Je peux pas mettre Je peux plus pas fort. faire plus. On va parler fort. Là, vous l'avez, le titre. C'est moi qui l'ai. Et il n'y a pas de son de Il n'y a Gouttela. pas de son du tout. Oui, on ne vous entend pas à Gouttela. Alors, normalement, on devrait nous entendre maintenant. Oui, Ah, c'est bon, Très bien. tout à fait. Alors, Ah, voilà, très bien. vous entendez. Eh bien, voilà, bonjour. Bonjour à ceux qui sont ici, bonjour à ceux qui sont à distance, au public. Bienvenue à cette conversation depuis Gouttela en forêt, le château de Gouttela en forêt. Nous sommes réunis ici, quelques-uns, dans la salle du grand juge. Et donc, j'ai plaisir à signaler qu'il y a des administrateurs de l'association, dont moi. Voilà. En tout cas, je remercie beaucoup les participants à cette conversation, Mireille, Delmas Marty, Gaël Giraud, Claire Hédon et Jean-Baptiste Racine qui va animer ce moment. Merci aussi à tous ceux qui sont derrière les écrans, de manière ou d'une autre, Sarah, Clément, Grégory, Jean-Louis, voilà. Alors, rapidement, le contexte. Cette conversation est programmée et organisée donc par le Centre culturel de rencontre de Gouttela, qui est membre du réseau national, européen et international des centres culturels de rencontre, qui sont des lieux patrimoniaux et de création culturelle. Et Gouttela vient ici, dans cette conversation, avec sa thématique spécifique, humanisme, droit, création, recherche et expérimentation en éducation populaire. Cette thématique est extrêmement et profondément liée à l'histoire du lieu, une histoire ancienne qui est celle de la Renaissance du XVIe siècle en forêt, mais une histoire plus récente qui est celle de la reconstruction du château dont nous fêtons cette année le 60e anniversaire et qui a associé des hommes et des femmes d'origine et de cultures différentes, des paysans, des intellectuels, des ouvriers pour un chantier bénévole pendant près de 10 ans, sous l'impulsion de Paul Boucher, avocat, bâtonnier, puis conseiller d'État, puis président d'ATD Carmonde et bien sûr enfant du pays. Donc Gouttela, bâti et rebâti de ces pierres vives que sont les hommes, porte depuis 60 ans un projet culturel, social, politique, lié au territoire et ouvert sur le monde, une utopie en acte de construction par la rencontre des différences et le croisement des savoirs d'un monde, comme disait Paul Boucher, plus juste et plus beau. Donc la conversation d'aujourd'hui s'inscrit dans cette dimension culturelle, sociale, savante et populaire. Elle prend place dans un temps fort consacré cette année à la fabrique des nouvelles solidarités qui associe des ateliers, des spectacles et des conférences gesticulées. Vous avez ici le document qui présente l'ensemble des événements qui se déroulent depuis 3 jours dans notre territoire. Et ce temps fort est consacré cette année à la fabrique des nouvelles solidarités associant des ateliers, des spectacles et donc, je l'ai dit, des conférences gesticulées, c'est-à-dire des prises de parole engagées entre conférences et spectacles, entre partage d'expériences et analyse. Et ces événements sont organisés depuis 5 ans avec des partenaires du département liés à l'éducation populaire. Enfin, cette conversation
est construite et voulue par Mireille Delmas-Marty, juriste et amie de Goutelat, dont la pensée fournit les axes de la programmation 2021-2022 de notre centre culturel de rencontre. Alors, la question posée par cet ensemble d'axes, c'est comment les ressources d'un droit humaniste et créatif peuvent-elles servir de boussole à notre société mondialisée, libéralisée, agitée de tensions mortifères pour ouvrir à des possibles. Je laisse la parole à Jean-Baptiste Racine qui va introduire les propos d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc animer cette table ronde autour de trois intervenants que je vais vous présenter. Tout d'abord, Madame Mireille Delmas-Marty, qui est professeure émérite au Collège de France et qui a inspiré la série de réflexions que nous avons notamment aujourd'hui autour notamment de l'humanisme juridique et des potentialités du droit en vue d'améliorer, de promouvoir un nouvel humanisme. Ensuite, Madame Claire Hédon, qui est ancienne présidente d'ATD Quart-Monde et qui est actuellement défenseur des droits, et Monsieur Gaël Giraud, Monsieur Gaël Giraud, qui est économiste, qui est spécialisé dans les mathématiques appliquées à l'économie et qui est également prêtre jésuite. Et tous les trois vont nous donner leur éclairage sur cette problématique de ces nouvelles formes de solidarité, sachant que la solidarité est un mot qu'on entend de moins en moins dans le débat public, et surtout en cette période actuelle de campagne électorale pour les élections présidentielles, c'est bien plutôt l'inverse que l'on entend, puisqu'on entend beaucoup de discours qui prônent le repli et l'exclusion, et je pense qu'il est important aujourd'hui de rénover la pensée et l'action sur la solidarité et les solidarités. La solidarité, c'est un élan vers l'autre, c'est précisément le contraire du repli sur soi. Et d'une certaine manière, les tendances au repli sur soi, c'est-à-dire au soi individuel ou individualiste et au soi collectif, c'est-à-dire la nation, contrarient les élans de solidarité et il y a des tensions entre ces deux logiques et nous allons essayer de voir en quoi il est possible de créer de nouvelles formes de solidarité, en tout cas d'établir des pistes pour créer de telles solidarités. Et il est important de penser, de repenser l'humanisme et d'aller au-delà de l'humanisme que nous connaissons, l'humanisme des Lumières, l'humanisme de la Seconde Guerre mondiale, enfin de l'après-Seconde Guerre mondiale avec la déclaration de 1948 et la Constitution allemande de 1949. Nous avons besoin d'un nouvel humanisme aujourd'hui et pour reprendre la pensée de Mireille Delmas-Marty, nous avons sans doute besoin d'un humanisme des interdépendances qui montrent que nous habitons un monde commun et la crise sanitaire actuelle, qui n'en finit plus, montre à quel point nous sommes liés et entreliés. Et c'est pourquoi la solidarité, si on ne la veut pas, on est obligé de la penser malgré tout. C'est-à-dire que dès l'instant où nous habitons un monde commun, cela crée nécessairement des liens, des interdépendances, et nous sommes obligés de vivre en solidarité si nous ne voulons pas le conflit permanent. Et donc, les solidarités, elles peuvent être multiples. Solidarité entre les humains, bien entendu. Solidarité entre l'humain et le non-humain. Et solidarité entre les générations présentes et les générations futures. Si bien que la solidarité est un concept extrêmement vaste, plastique. C'est à la fois la solidarité dans l'espace, avec le problème des frontières et des migrations, bien entendu. C'est aussi la solidarité dans le temps, avec la projection dans le futur. Et peut-être que pour rénover le projet européen, qui est en quelque sorte critiqué aujourd'hui et peut-être à bout de souffle, si l'Union européenne veut donner un nouveau souffle à son action, peut-être gagnerait-elle
a axé son action plus sur l'idée de solidarité, à la fois entre les peuples composant l'Union européenne, mais également à l'égard de la planète entière. Et nous sommes ici pour penser à des outils. La boussole des possibles que Mireille Delmas-Marty a imaginé est un outil, c'est un instrument, et c'est un instrument de navigation. Et la solidarité doit à la fois être pensée, mais aussi mise en pratique. Il faut la concevoir dans ses aspects concrets, effectifs, pratiques. Il y a tout un pan de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire, et c'est une économie très vivante et très utile. Et il y a aussi la part du droit. La part du droit, car le droit a son mot à dire dans tout cela. L'humanisme juridique est une réalité. Le droit est porteur d'humanisme, le droit est porteur de valeurs humanistes. Et je pense qu'il faut aussi rompre avec la présentation d'un droit qui ne serait là que pour entériner les rapports de force. C'est une vision, disons, statique, passive, conservatrice du droit. Le droit n'est pas là uniquement pour entériner les rapports de pouvoir. Il est un pouvoir. Bourdieu disait et parlait de la force du droit. Et c'est pourquoi il faut avoir foi dans le droit et dans ses vertus performatrices. Et je dirais, pour parler des juristes, il faut aussi que les juristes y croient, c'est-à-dire il faut que les juristes croient dans le rôle performatif du droit. Et c'est en cela que nous allons essayer, modestement, cet après-midi, d'ouvrir des pistes de réflexion, trouver des leviers d'action pour créer, recréer des liens de solidarité. Et le pluriel est de mise, hein, des nouvelles formes de solidarité, il y en a de multiples. Et c'est pourquoi je remercie tous les panélistes de leur présence aujourd'hui et je donne immédiatement la parole à Madame Delmas-Marty pour qu'elle nous donne son éclairage sur ces différentes thématiques. On ne vous entend pas, Madame. Voilà, c'est très bien. Merci de me donner la parole. Un moment clé, en effet, car ce mot de solidarité, on l'entend fort peu depuis quelque temps. On entend davantage des mots comme réorganisation, resituation. Et on entend peu le mot de l'humanisme et surtout associé à l'idée de droit. Plus largement, je dirais associé aussi à l'idée d'économie, à l'idée de sociologie, à l'idée de psychologie. Il y a tout un ensemble qui devrait se mettre en place et autour duquel nous allons essayer de proposer, comme vous l'avez dit très justement, quelques outils de travail. Vous avez parlé de la boussole des possibles. La boussole des possibles, en fait, c'est un outil de travail qui nous est venu, qui a été réalisé essentiellement par notre ami Antonio Beninca, qui est présent ici. Vous ne le voyez pas car il n'intervient pas tout de suite, mais il est présent. Et c'est lui qui, avec ses camarades, a réalisé la première boussole des possibles. Première à ma connaissance, car je crois qu'il n'y avait pas d'antécédent auparavant. Et c'est au passage l'occasion pour moi de saluer l'idée qui figure en tête du petit fascicule qui vous a été distribué. Des juristes rencontrent des artistes. Et je dirais des juristes, mais aussi des économistes et les différentes branches du droit, mais aussi des sciences humaines et sociales qui ont été énumérées.
Alors, c'est une chance pour nous d'avoir à évoquer ces questions devant un public assez varié et un peu dispersé, puisque nous ne sommes pas tous réunis dans le même lieu, mais ça ne nous empêche pas, peut-être au contraire, ça devrait nous stimuler à nous parler davantage, nous comprendre surtout davantage autour du thème de la solidarité. Alors, le thème de la solidarité, tel que nous l'avons conçu pour ce temps fort, je reprends là l'expression du programme lui-même, l'un des temps forts du colloque de cette année, nous avons repris ce terme parce qu'il nous paraissait extrêmement important, mais il n'est pas le seul. Et si vous regardez le petit fascicule qui a servi de texte conducteur, il y a des années que nous observons un monde pris dans un tourbillon de vents contraires. Il y a des années que nous observons donc les contradictions entre... Alors les vents contraires, c'est quoi concrètement? C'est la sécurité contraire aux libertés, mais c'est aussi la compétition qui peut sembler, dans bien des cas, contraire à la coopération ou aux différentes formes de coopération. C'est aussi l'innovation face à la conservation et c'est enfin l'exclusion face à l'intégration. Alors pour nous mener au milieu de ces vents contraires, dispersés, sinon toujours contraires, nous avons besoin de nous orienter. Donc nous avons besoin de ce que le navigateur appellera volontiers une boussole. Une boussole qui permette de repenser notre rapport au monde et qui rende manifeste les formes d'humanisation qui sont déjà en cours, qui sont déjà à l'œuvre depuis un certain nombre d'années. Ces formes d'humanisation, il se trouve qu'il y a une coïncidence de date et de lieu. J'avais eu l'occasion de les exprimer, de les évoquer devant vous à Goutla, il y a quelques années déjà, à l'occasion d'un colloque qui portait sur la mondialisation. Et ce colloque sur la mondialisation était déjà une première occasion d'évoquer un certain nombre de valeurs qui effectivement poussent dans le sens de la mondialisation et non pas dans le sens de l'éparpillement, de la division, de la dispersion. Alors ces valeurs, on aura l'occasion d'y revenir. Il s'agit de l'égale dignité, la solidarité, bien sûr, sociale et écologique, mais aussi de la fraternité, l'hospitalité, de la responsabilité. Et finalement, et je pense que ce finalement ne doit pas être compris comme la fin d'une énumération, mais peut-être le début de quelque chose de nouveau, finalement, responsabilité et créativité. Créativité, c'est en réalité ce qui fait le lien entre les artistes et les spécialistes de diverses sciences humaines. Et je crois que cette alliance responsabilité-créativité est extrêmement importante dans le domaine de dans le domaine de l'art en général et dans le domaine qui nous occupe plus particulièrement ici, de la boussole des possibles. Alors la boussole des possibles, c'est une expression qui surprend. La première fois qu'on la prononce, elle suscite un certain étonnement. Mais c'est quoi cette boussole des possibles? En réalité, c'est une expression qui nous est venue parce que la boussole, au sens traditionnel du terme, c'est une boussole qui désigne un pôle magnétique, qui désigne traditionnellement le pôle Nord. Or ici, la boussole des possibles est un
permet la désignation d'une direction beaucoup plus incertaine. Quand on parle de la boussole des possibles, on peut désigner comme pôle magnétique aussi bien le nord que le sud, l'est ou l'ouest. Autrement dit, il y a une sorte de déboussolement. C'est le mot peut-être qu'on emploie le plus depuis quelques années, et c'est sans doute le mot qui nous a amenés à proposer ce thème, non seulement de la boussole des possibles, mais d'une nouvelle boussole. Au fond, ce que nous avons été amenés à dire, c'est puisque tout le monde entier semble plus ou moins déboussolé, eh bien c'est le moment de faire autrement. C'est le moment d'essayer de retrouver une boussole commune. Et précisément s'il y a mondialisation, c'est-à-dire rapprochement à l'échelle de la planète, eh bien c'est le moment de nous donner, de chercher ou trouver en tout cas cette boussole des possibles. Alors la boussole des possibles, vous allez voir en suivant les débats qui vont suivre ma propre intervention, qu'elle peut être comprise dans plusieurs directions. Elle peut être comprise à travers les regards sur l'hospitalité. Là, c'était le thème du premier temps fort auquel tout le monde n'a pas assisté, enfin tous ceux qui sont présents aujourd'hui n'ont pas assisté au premier temps fort, mais il a été effectivement un moment très fort autour de ce thème de l'hospitalité. Aujourd'hui, nous en venons au thème de la fabrique des nouvelles solidarités, et c'est le point qui nous attachera le plus longuement, mais je vous dis quand même un mot, puisqu'on n'y reviendra peut-être pas très en détail, des autres thèmes, le thème démocratie, état d'urgence, le thème humain, non humain, et le thème d'une planète en partage. Vous verrez au fil du temps, puisque ces temps forts sont au nombre de 4, nous n'en sommes qu'au second, au deuxième. Les temps forts nous montreront comment à chacun de ces moments se relie, se construit, s'organise une forme particulière de solidarité. Alors en janvier, le deuxième temps fort, celui d'aujourd'hui donc, nous conduit à résoudre la tension entre coopération et compétition par l'exploration et l'imaginaire, j'allais dire l'imaginaire, l'imagination plutôt que l'imaginaire, l'imagination de nouvelles solidarités, et cela fait l'objet, comme vous l'avez vu annoncé, d'un festival d'éducation populaire à la croisée des savoirs. Je m'arrête un instant sur cette expression de croisée des savoirs, qui figure d'ailleurs dans le programme. Croisée des savoirs, c'est très important dans la mesure où c'est en réalité une manière d'engager, à la fois d'engager et d'orienter la plupart des participants à cette réflexion sur les nouvelles solidarités. Donc, à la fois engager et entraîner, c'est un peu l'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, cette rencontre, elle va être ponctuée de plusieurs interventions. On vient de vous énumérer les noms des intervenants, je ne vais pas les reprendre. Et ce qui est important, c'est de souligner que cette conversation que nous allons avoir devant vous clôturera le temps fort du croisement des savoirs. L'expression de croisement des savoirs, j'aime à le rappeler, est une expression qui a été lancée notamment par le groupe ATD Carmonde. Et l'ancienne directrice de ce groupe, qui est parmi nous comme défenseur maintenant des droits, défenseur des droits, et
a joué un rôle et joue encore un rôle et jouera encore un rôle très important dans la manière de concevoir ce croisement des savoirs. Je dirais, ce n'est pas seulement un croisement des savoirs au sens strict du terme, des connaissances théoriques. En fait, c'est un croisement plus large, à la fois des savoirs théoriques, mais aussi des données pratiques, mais aussi des données artistiques. C'est un croisement beaucoup plus large que ce qui apparaît à première vue. À un moment, j'aimais reprendre, et je le fais volontiers à nouveau devant vous, l'expression savoir, vouloir et pouvoir. En réalité, pour aller vers plus de solidarité, il faut à la fois aller vers plus de savoir, plus de vouloir et plus de pouvoir. Et je crois que c'est dans cette voie du multiple, dans cette voie qui essaye d'aller vers l'unité à travers la multiplicité, à travers le multiple, que nous pourrons progresser dans le sens des nouvelles solidarités. Alors moi, je ne vais pas développer en détail les questions qui vont être prises par les uns et les autres. Je voudrais simplement insister sur le fait que cette conversation autour d'une boussole est destinée à croiser ce temps fort de nos rencontres, à croiser, donc comme je l'ai dit, savoir, vouloir et pouvoir, mais aussi savoir et compétence, savoir et humanisme, savoir et solidarité. Et je crois que ce que nous essayons de faire peut sembler un peu à rebours de la tendance dominante à la séparation, à la division, à l'opposition. C'est au contraire quelque chose qui va, je l'espère, réussir à nous relier alors que nous venons d'horizons différents, je l'ai dit, pas seulement des juristes, aussi des économistes, des spécialistes des sciences humaines et sociales, guidés donc ces différents représentants des sciences humaines dans des directions communes, pour faire que l'on n'entende plus ce refrain un peu lassant et surtout décourageant du recul des solidarités, afin qu'on n'entende plus ce discours sur le recul des solidarités. À un moment, on n'a plus que jamais besoin des solidarités. Le paradoxe, c'est que on a besoin des solidarités, mais ces solidarités ont tendance à se disperser les unes par rapport aux autres. Et c'est ça, je crois, le défi que nous rencontrons aujourd'hui. Alors, peut-être pourrons-nous aborder ces questions. Je proposerai 2 pistes pour aborder ces questions difficiles. À la fois une piste positive qui serait, au fond, la piste du grand redressement, la piste de la grande spirale. C'est l'expression que nous avons utilisée avec les collègues pour un article récent dans la revue Grand Continent, la grande spirale des humanismes. La grande spirale des humanismes, c'est la vision positive et elle est au moins aussi importante que la vision négative que l'on entend plus souvent ici ou là, qui serait le grand effondrement ou le grand asservissement, sans oublier la grande catastrophe sociale du tout marché. Donc nous avons une occasion, pas seulement d'aborder la dimension négative, catastrophique, si on veut aller loin dans la critique, de la situation actuelle, de ce qu'on appelle volontiers le grand effondrement, le grand asservissement, la grande catastrophe sociale, mais nous avons l'occasion d'aborder la dimension positive à travers, j'ai cité la grande spirale, on pourrait dire aussi à travers la grande
la grande actualité sociale. La grande actualité sociale au croisement précisément, non seulement des savoirs, des vouloirs et des pouvoirs, mais au croisement de la vie sociale et de la vie économique et écologique. Donc je crois qu'on a là une occasion de rouvrir peut-être la porte qui s'était lentement et sûrement fermée devant nous, de ces grandes solidarités dont nous aurions tellement besoin. Je pense que je dois maintenant laisser la parole à mes collègues et, le cas échéant, revenir vers vous si des questions me sont adressées. Merci pour votre grande patience et à bientôt. Merci infiniment Mireille pour vos propos lumineux qui introduisent magnifiquement la problématique d'aujourd'hui et qui nous donnent de très belles perspectives. C'est maintenant à Madame Hédon de prendre la parole pour nous donner son sentiment et son éclairage sur ces questions. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de m'avoir invité pour parler dans ces échanges que je trouve très importants et très intéressants. Et je vais vous parler de ce que j'observe et de ce que je vois à la fois depuis 1 an et demi comme défenseur des droits et ce que m'a appris aussi mon expérience à ATD Quart Monde et dans lequel j'ai été pendant 28 ans. J'ai été présidente pendant 5 ans, mes 28 ans dans ce mouvement, et je dis beaucoup qu'il m'a formée à réfléchir finalement dans quelle société nous voulons vivre et quelle forme de solidarité et de comprendre à quel point la pauvreté n'est pas simplement un manque de moyens financiers, mais de réelles atteintes aux droits. Et c'est ce que j'observe aussi d'où je suis comme défenseur des droits. Et finalement, évidemment, je suis à un endroit où je vois, je dirais, ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas dans les solidarités, ce qui ne fonctionne pas dans l'accès aux droits. Et je pense qu'il est important effectivement de pouvoir identifier les phénomènes, les vents contraires qui nuisent à la solidarité. Et Mireille, j'avais envie de rebondir sur ce que vous avez dit. C'est vrai que pour aller vers plus de solidarité, il faut plus de savoir, il faut mieux comprendre ce qui ne fonctionne pas, quelles sont les personnes qui ont des difficultés, et entre autres des difficultés d'accès aux droits, et j'y reviendrai sur le fait que c'est beaucoup lié aux vulnérabilités des personnes. Je vais organiser mon propos en 3 points. Une première partie sur toutes les questions de solidarité et de services publics et d'accès aux services publics, qui est un constat tiré de nos réclamations. Après, plutôt sur tout ce qui est solidarité et vulnérabilité, qui sont sur nos autres champs de compétences, que sont entre autres les discriminations et la protection des droits des enfants. Et puis les risques de compétition et qui du coup entraînent un défaut de solidarité. D'abord, ce qui me frappe, moi, dans l'institution du défenseur des droits, c'est que 80% des réclamations que nous recevons sont liées à des difficultés d'usagers de services publics. C'est-à-dire des personnes qui n'arrivent pas à faire valoir leurs droits, que ce soit à bénéficier de leur pension de retraite, et certaines personnes mettent 6 mois, 1 an, 18 mois à l'obtenir et sont sans revenus pendant toute cette période-là, des difficultés avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale, pour le RSA, les APL, des difficultés avec Pôle emploi, mais ce sont aussi des difficultés de droit des étrangers en préfecture, mais aussi des difficultés très basiques pour faire renouveler sa carte grise ou avoir des difficultés avec son permis à points. L'institution reçoit en général à peu près 100 000 réclamations par an. Pour l'année 2021, c'est 115 000, donc c'est une augmentation de 15%. Ça dit aussi quelque chose des difficultés d'accès aux droits. Et à chaque fois, quand même, ce sont plutôt les plus éloignés du droit qui nous saisissent. Je suis donc frappée par cette augmentation. Là, il est certain que la dématérialisation des démarches vers les services publics ont aggravé cet éloignement des services publics, ont compliqué la vie des plus vulnérables et des plus précaires. Je trouve qu'on l'a très bien vu au moment de la campagne de vaccination, où on s'est aperçu que les personnes âgées, entre autres, et les plus précaires, n'allaient pas aller sur un site internet comme Doctolib pour prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Et on a vu arriver en banlieue, en Seine-Saint-Denis, des cadres parisiens qui, évidemment, avaient du coup trouvé des créneaux à cet endroit-là pour se faire vacciner. Et donc, il fallait bien, dans ces cas-là, en termes de solidarité, aller vers ces personnes qui ne viendraient pas spontanément. Et on est encore, il faut le répéter, sur un écart dans les taux de vaccination
entre les personnes les plus pauvres et le reste de la population. Et l'écart est encore de plus de 8 points, ce qui est quand même un écart encore considérable. Et on est bien là aussi sur des questions de solidarité. Cette dématérialisation, qui est à la fois, enfin, je veux dire, c'est très important, cette dématérialisation, c'est une chance pour simplifier une partie du lien avec les services publics, pour remplir un certain nombre de dossiers. Mais on n'est pas tous égaux face à ça. Et évidemment, les personnes âgées peuvent être plus en difficulté, aussi les personnes les plus précaires, mais les jeunes qui sont très doués pour jouer sur des smartphones ne le sont pas forcément pour remplir un dossier sur Internet. Et on voit bien qu'il faut des conditions pour pouvoir dialoguer avec le service public dans le cadre de cette dématérialisation, qui est à la fois d'avoir un ordinateur, une imprimante et de savoir s'en servir, d'avoir un accès à Internet, et que s'il n'y a pas à la fois le matériel, savoir s'en servir et la connexion Internet, les services publics sont de plus en plus éloignés. Tout ça parce qu'en fait, n'ont pas été maintenus un accueil physique et téléphonique. Alors, pas toujours, il y a des endroits où ces accueils sont maintenus, mais pas en nombre suffisant. Et du coup, ça éloigne les services publics. Moi, ça m'inquiète parce que ça contribue à la défiance qu'on peut avoir dans notre État et dans notre démocratie. Parce que ces services publics qui permettent en fait le respect d'un certain nombre de droits fondamentaux que sont à la fois l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, et bien finalement, si tout le monde n'y a pas accès, certains se sentent encore plus éloignés. Et je fais le lien, moi, avec l'abstention, c'est-à-dire à partir du moment où je n'ai pas l'impression que je suis inclus dans la société et qu'on m'en exclut parce qu'on m'empêche d'accès au service public, finalement, c'est un peu du à quoi bon et entre autres à quoi bon voter. Donc, dans ces atteintes aux solidarités, dans les obstacles que je vois, il y a cette question de la dématérialisation, puis je vois aussi la question des excès de la lutte contre la fraude. Et quand je dis ça, bien évidemment qu'il faut lutter contre la fraude. À aucun moment, je dis qu'il ne faut pas le faire. Mais il est clair qu'à un certain moment, cette lutte contre la fraude, elle contribue au non-recours, elle contribue à ce que les personnes ne demandent plus les droits auxquels ils pourraient avoir accès, parce que ce contrôle devient très intrusif. Et je vais vous donner juste quelques exemples qu'on observe dans les réclamations qu'on a eues récemment. C'est des personnes qui ont été suspendues du RSA parce qu'elles avaient eu des revenus simplement en vendant leurs propres habits ou en vendant des affaires de bébé une fois que le bébé avait grandi ou en vendant leur voiture. Et ça a été considéré comme des revenus et ont été déduits d'autant le RSA. Et évidemment, cette partie-là, elle n'est pas légale, ce n'est pas dans les textes, mais n'empêche que c'est appliqué, que nous, on voit des réclamants qui se retrouvent dans ces situations-là. Et pourquoi on se permet d'attaquer les droits de ces personnes-là? C'est quand même bien parce qu'elles sont vulnérables et qu'elles sont en situation de vulnérabilité. Et toutes ces défaillances qu'on observe, elles vont vraiment à l'encontre du principe de solidarité dont les services publics sont porteurs. Et ces atteintes aux droits, je vous le redis, moi m'inquiètent. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est parce que ce qu'on observe en fait en matière de services publics, on l'observe aussi dans nos autres domaines de compétences, que ce soit dans la protection des droits de l'enfant, que ce soit dans la lutte contre les discriminations, le contrôle du respect de la déontologie des forces de sécurité. Les situations de vulnérabilité sont propices à des atteintes aux droits et à la dignité. Je vous l'ai dit pour des personnes plus en difficulté dans l'accès aux services publics, mais on l'observe dans la question des personnes âgées dans les EHPAD pendant cette crise où leurs droits n'ont pas été respectés. Mais je dirais, mais même avant, il y avait des atteintes aux droits et à la dignité de ces personnes. Clairement, quand on se permet de mettre des protections la nuit à des personnes parce que ça simplifie le travail des aides-soignantes, parce qu'il n'y a pas assez d'aides-soignantes, ce que je dis là n'est pas une critique vis-à-vis du personnel, mais parce qu'on ne se donne pas les moyens de suffisamment de protection des droits des personnes, ce sont effectivement à chaque fois des atteintes à la solidarité. En termes de discrimination, je voudrais d'abord dire à la fois qu'aucun milieu n'est épargné par ces discriminations, mais que les personnes en situation de vulnérabilité sont beaucoup plus exposées à ces discriminations. Et vous savez que les discriminations, c'est une inégalité de traitement
dans un des domaines prévus par la loi, que ce soit l'emploi, l'accès au logement ou l'accès à des biens et services, et dans un certain nombre de critères. Et dans ces critères sont aussi bien l'état de santé, l'origine, le fait d'être une femme, la particulière vulnérabilité économique de la personne. Et vulnérabilité et discrimination, en fait, s'alimentent, c'est-à-dire le fait d'être en situation de vulnérabilité, ce que je disais, accroît le risque d'être victime de discrimination, mais d'un autre côté, quand vous êtes discriminé, ça aggrave la vulnérabilité des personnes parce que ça porte atteinte aux droits. Et ces discriminations, elles sont d'autant plus insidieuses qu'elles atteignent toutes les sphères de la vie sociale, et on l'a observé dans différents rapports qu'on a pu faire et baromètres sur les discriminations dans l'emploi. C'est que, évidemment, ça atteint le parcours professionnel et l'emploi, mais on s'aperçoit que ça atteint aussi la vie sociale, la vie familiale, la santé, et les effets sont délétères et délétères sur le long terme. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'était le risque de compétition, d'abord entre les personnes. Je suis très impressionnée, évidemment, certainement comme vous, de ce qui se passe en ce moment dans le débat électoral, où on a tendance à monter les populations les unes contre les autres. C'est parce qu'on accueille des réfugiés qu'on n'aide pas les plus pauvres, ce qui n'a jamais été, franchement, on n'a jamais vu le lien entre les deux. C'est pas parce qu'on accueille ou qu'on n'accueille pas des réfugiés qu'on en fait plus pour les plus pauvres. Mais monter les populations les unes contre les autres est inquiétante. Et quand je vois les attaques sur les personnes étrangères, sur les plus pauvres accusés d'être profiteurs, sur aussi, du coup, même maintenant, les enfants en situation de handicap, je vous redis, c'est vraiment à chaque fois parce que les personnes sont en situation de vulnérabilité qu'elles sont victimes de ces attaques, des atteintes aux droits et à la dignité. C'est quand même assez frappant, assez inquiétant, et parce qu'en fait, il faut se dire que la tentation peut être de se dire ça touche les autres mais ça ne me touche pas moi, mais enfin on peut tous à un moment quelconque se retrouver en situation de vulnérabilité et donc se retrouver en situation difficile quelle qu'en soit la cause, d'ailleurs l'état de santé, la vieillesse ou autre. Donc ce qu'il faut réussir et ce qu'on a du mal en fait, c'est à faire comprendre que ça concerne tout le monde. Sur ce risque de compétition, je voudrais dire un mot sur l'école, qui est un des grands combats du mouvement ATD Quart Monde, et qu'il est aussi, pour moi, toujours sur, finalement, ce droit à l'éducation. Est-ce que dans notre pays, il est réellement respecté ou pas ? Et quand on a 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans aucune qualification, je pense que notre droit à l'éducation, de fait, il n'est pas respecté parce que c'est évidemment ce qui fait le lit derrière du chômage. Ces personnes-là ont beaucoup plus de mal à trouver du travail. Et la compétition à l'école, où la France est très douée pour faire réussir ses élites, mais très mauvaise pour faire réussir l'ensemble de la société, et toutes les études, et entre autres les études PISA menées par l'OCDE, montre bien que nous sommes très mal situés, et c'est vraiment parce qu'on crée une compétition entre les élèves, c'est parce qu'on veut faire réussir les meilleurs et qu'on pense que de faire réussir tout le monde fera baisser le niveau, ce qui est entièrement faux, ça fera monter l'ensemble du niveau. J'ai été assez frappée dans la convention qu'on a organisée avec nos délégués territoriaux. Vous savez qu'en fait, l'institution du défenseur des droits, elle a 250 personnes au siège qui sont majoritairement des juristes, et puis on a 550 délégués territoriaux qui sont des bénévoles, qui assurent des permanences de demi-journée par semaine au plus près des populations, et qui sont, je dirais, la porte d'entrée des réclamations. Ils traitent les 3/4 des réclamations. Et pendant notre convention des délégués, on avait justement essayé de réfléchir à cette question du droit à l'éducation, et il y avait une jeune qui disait que quand elle était en troisième, elle souhaitait être avocate et faire du droit, mais la CPE avait modifié son choix pour l'orienter vers du secrétariat en lui disant mais en fait, le droit, ça va être trop compliqué pour toi. Et puis, finalement, dans le secrétariat, tu verras, il y a aussi du droit, quand même. En fait, on lui avait mis des freins et vraiment liés à l'origine d'où elle venait, et où on n'avait pas cru en elle et à sa faculté de pouvoir faire des études plus longues. Et je pense que ça doit nous faire réfléchir sur comment on arrive mieux à faire réussir tout le monde.
voilà ce que je voulais dire pour démarrer, et puis après je suis ouverte à la discussion. Je crois que vous disiez, Mireille, finalement, mais quelle est notre boussole sur ces questions de nouvelle solidarité? Et je pense que le respect des droits me paraît une boussole, enfin c'est pas à vous qu'il faut le dire, me paraît une boussole vraiment importante. Et quand je dis ça, c'est le réel accès aux droits. Parce qu'il y a ce qui est affiché et puis il y a la réalité de l'accès au droit pour un certain nombre de personnes pour qui c'est plus difficile. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour vos propos qui montrent bien qu'il y a un monde parfois entre le droit et sa réalisation. Et je dois dire que les juristes sont en partie responsables parce les juristes, notamment à l'université, n'accordent pas assez d'importance à la réalité du droit, au droit vivant, au droit en action. Ce qui se ramène à des problématiques de sociologie du droit, mais qui ne sont pas très bien reçues en France, parce qu'on a une vision du droit assez théorique, on va dire. Il suffit de poser le texte et de voir comment il fonctionne. Et après, le non-recours au droit, c'est une problématique de sociologie du droit. L'effectivité du droit, c'est une problématique de sociologie du droit qui n'intéresse pas assez les juristes. Et plus généralement, qui n'intéresse pas assez tout court. Je vous remercie donc et je donne la parole à M. Gaël Giraud pour que lui aussi nous donne son éclairage sur ces questions. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. J'en profite tout de suite pour dire ma grande admiration à la fois pour le travail réalisé par Mireille Delmas-Marty depuis des années et également par celui que fait Claire, à la fois qui a fait Claire Hédon à la tête d'Atelier Carmonde et puis aujourd'hui comme défenseur des droits. Je suis ça d'un peu loin, mais je voudrais redire ici mon soutien et mon admiration pour ce travail courageux. Je vais prendre un point de vue peut-être un tout petit peu décalé par rapport à celui de Claire, qui est, je vais essayer de vous proposer une espèce de grand récit, qui est évidemment discutable, éminemment, comme tout grand récit, de ce qui nous arrive. Parce que finalement, je me suis dit depuis plusieurs années, comme vous le savez, moi je suis économiste, jésuite et puis un peu théologien, j'ai fait une thèse de théologie qui va être publiée là bientôt, et je me suis dit au fond, on pourrait essayer de quand même de ressaisir dans la longue durée les tenants et les aboutissants des différentes, on pourrait dire à la fois catastrophes et les choses merveilleuses qui nous arrivent. Donc ma proposition, c'est la suivante, c'est de dire au fond, il faudrait revenir sans doute à la proposition initiale des Lumières au XVIIIe siècle et au grand projet, on pourrait dire la grande utopie qui a habité une partie de ceux qui ont fait les Lumières, à la fois pas seulement la Révolution française, mais également ceux qui ont pensé avant et après ce qui est advenu au XVIIIe. Et j'aurais tendance à dire, me semble-t-il, il y avait trois grands piliers dans cette utopie. Le premier, c'était certainement la désacralisation du pouvoir, qui chez nous en France a pris la forme assez visible de la tête du roi qu'on a coupée. C'était une manière de dire, désormais, le lieu du pouvoir, le trône est vide, il n'y a plus de corps du roi. Et comme vous le savez, qu'on fait les travaux de Kantorowicz et d'un certain nombre d'autres, pendant une bonne partie du Moyen-Âge et une partie de la période moderne, 16e, 17e, disons, le corps du roi, c'est le lieu où se cristallise l'unité du royaume. Et donc, c'est la manifestation du lien social. Et en coupant la tête du roi, ce que nous avons fait, un siècle après les Anglais, c'est dire, eh bien, ça n'est plus là. Désormais, le lieu du pouvoir est vide. C'est une expression qu'on peut reprendre à Claude Lefort. Et ça veut dire qu'il va nous falloir inventer dans la discussion démocratique ce qui va tenir lieu de corps du roi, c'est-à-dire le montage, on pourrait dire, dogmatique, au sens par exemple de quelqu'un que connaît bien Mireille, Alain Chupio, le montage dogmatique qui va rendre la place du roi, avec cette différence, c'est que désormais, nous savons que c'est nous qui l'avons construit avec nos mains, notre intelligence, notre discussion. Et donc, il ne vient pas de Dieu, il ne vient pas de l'histoire, il ne vient pas de la tradition, il ne vient pas de la nature. Et donc, ça veut dire qu'il est réformable. Donc, c'est ça, au fond, d'une certaine manière, l'intuition initiale de l'ambition démocratique, c'est-à-dire que nos montages dogmatiques, institutionnels, juridiques, sont soumis désormais à la délibération, une délibération continue qui n'est pas destinée à avoir une fin, sauf à croire à une fin de l'histoire, ce sur quoi on pourra discuter si vous voulez. Et donc, à mon avis, premier pilier, désacralisation du pouvoir et inauguration d'un lieu vide du pouvoir qui ouvre à la délibération démocratique, avec tout ce que ceci peut avoir d'inquiétant, d'angoissant,
Bon, et je pense que la période actuelle signifie ça aussi, c'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait plus de repères transcendants qui prétendraient être manifestes et s'imposer à tous, comme a pu prétendre l'être, par exemple, la religion chrétienne en Europe au Moyen Âge, alors ça peut nous laisser aussi dans une certaine forme de désarroi. Et c'est vrai on vit ça aussi, je crois, depuis quelques années. Je vais y revenir dans un instant. Deuxième grand pilier, à mon avis, le droit. Euh, Parce que le droit est compris par nos amis au XVIIIe, Montesquieu, mais pas uniquement Montesquieu, comme la manière privilégiée de défendre et de protéger les citoyens vis-à-vis de la tyrannie de l'État, la tyrannie possible de l'État. Et puis, et donc là, derrière ça, il y a évidemment, par exemple, l'idée de l'égalité face au droit, dont a parlé Claire il y a un instant, et donc du coup des discriminations qui sont à chaque fois des ruptures d'égalité d'accès au droit. Et puis, troisième grand pilier, la propriété privée. Et je pense que ça vaut la peine de le redire, dans la déclaration de 1789, nous déclarons que la propriété privée est un droit inaliénable. Et elle est comprise, pas simplement par Voltaire, qui de ce point de vue-là, vous savez, se distingue beaucoup de Rousseau, mais aussi par un bon nombre d'autres intellectuels du XVIIIe, comme quelque chose de fondamental. Alors, au fond, c'est John Locke, bien avant, hein, un siècle plus tôt, en Angleterre, qui, pour la première fois, à ma connaissance, en tout cas de manière visible et manifeste, prétend inscrire la propriété privée dans le droit naturel, hérité de la théologie chrétienne. Et ce faisant, il fait un coup de force parce que jamais dans la tradition chrétienne, la propriété privée n'a été inscrite dans le droit naturel, y compris chez saint Thomas. J'ouvre une toute petite parenthèse pour les gens qui aiment la théologie. On attribue quelquefois à saint Thomas la paternité d'avoir encensé la propriété privée, ça n'est pas vrai du tout. Si vous regardez précisément et de manière méticuleuse la somme théologique, vous y verrez que Thomas, au fond, dit, comme tous les grands auteurs chrétiens jusqu'au XVIe, que la forme ultime, absolue, vénérable de la propriété, c'est la propriété commune, pas du tout la propriété privée. Et que la propriété privée, c'est une espèce, si vous voulez, de concession faite à la fatigue humaine, si vous voulez, à la défaillance, voilà, à la paresse de devoir nous mettre d'accord sur des choses communes. Et donc, au fond, c'était ça, je crois, le grand projet. On pourrait dire ça reprend la devise républicaine, hein, liberté, on désacralise le pouvoir, on coupe la tête du roi. C'est plus l'Église qui va nous dire ce qu'on a à faire. Nos grands compromis, si vous voulez, politiques ne seront plus dictés par une hétéronomie. Deuxièmement, l'égalité devant le droit, la loi. Et puis troisièmement, la fraternité. Alors là, c'est évidemment pas la propriété privée, mais je crois que c'est ça l'ambiguïté des Lumières hein, au XVIIIe, c'est que d'une certaine manière, quand même, me semble-t-il, y compris chez quelqu'un comme Kant, c'est pas très clair, hein, le statut de la propriété privée chez Kant, disons, il y a cet espoir que la propriété privée permettra de donner une chair sociale au projet que le droit va garantir maintenant que nous pouvons délibérer démocratiquement, parce que nous avons coupé la tête du roi. Et si on accepte ça comme manière très fruste, et c'est destiné à la discussion évidemment, hein, de caractériser le projet des Lumières, mon impression, c'est que depuis une grosse cinquantaine d'années, ce projet est mis à mal. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la postmodernité, c'est-à-dire que après la Seconde Guerre mondiale, nous faisons l'expérience que cette modernité-là peut conduire au pire, les camps de concentration, bon, également l'Union soviétique, évidemment. Et ça, c'est le grand thème, si vous voulez, de l'école de Francfort. Hein. Theodor Wiesengrund, Adorno, Max Horkheimer, des intellectuels allemands comme ça, juifs pour la plupart. Et puis, petit à petit, bon, il faut une génération pour digérer ça, mais une génération plus tard, d'une certaine manière, vous savez bien, la sociologie le montre, les Occidentaux croient de moins en moins aux grandes institutions, l'État, l'Église, l'école. Bon. Donc là, il y a une espèce d'effritement puis d'effondrement de la croyance collective dans le fait que ces grandes institutions ont une véritable vocation à servir l'intérêt général. Et je crois que ça, c'est lié à une espèce de mouvement qu'on a l'habitude d'appeler néolibéralisme, que pour ma part, j'appellerais plutôt post-libéralisme, parce qu'il rompt complètement avec le projet que je viens de caractériser à grands traits, qu'on pourrait dire libéral, liberté, égalité et la propriété privée comme ce qui va apporter la chair sociale dans nos sociétés. Pourquoi? Parce que le post-libéralisme, au fond, et je crois que nous vivons ça aujourd'hui en France en plein, le post-libéralisme renie les trois. Il renie complètement la désacralisation du pouvoir au sens où, dans beaucoup de pays occidentaux, il remet à la place de Dieu, ou à la place du roi, les marchés financiers. Si vous regardez ce qu'on a fait en Europe, je veux dire, le pouvoir qui est accordé aux marchés financiers, de pouvoir décider si telle politique publique
mise en œuvre par un gouvernement démocratiquement élu et légitime ou non, via le coût de financement de la dette publique, en fait, on a mis les marchés financiers à la place de Dieu. C'est eux qui décident si telle ou telle politique publique est légitime ou non. Et je peux vous donner des tas d'exemples de discussions que j'ai comme économiste avec souvent d'ailleurs des gens qui ne sont pas eux-mêmes économistes, qui me disent par exemple, je reprends ça me revient à l'esprit, hein, quelqu'un qui me dit mais heureusement que les marchés financiers sont là pour expliquer au gouvernement italien ce qu'il a à faire. Mais, ce à quoi je réponds, mon ami, le gouvernement italien a été démocratiquement élu, autant que je sache. Personne dans les marchés financiers n'a été élu démocratiquement, personne. Donc, d'où tenez-vous que les marchés financiers sont légitimes pour dicter à un gouvernement démocratiquement élu ce qu'il a à faire? C'est-à-dire que vous ne croyez plus à la démocratie, du tout. Le post-libéralisme est antidémocratique, fondamentalement. Deuxièmement, le droit, comme vous le savez, et vous savez ça mieux que moi, est complètement tordu, non plus du tout pour servir l'intérêt général et protéger les citoyens contre toute forme de tyrannie, mais au contraire pour défendre les intérêts particuliers d'une toute petite minorité de gens. C'est quand même l'expérience que vous faites beaucoup mieux que moi, à la fois Claire et Mireille. Et puis troisièmement, la propriété privée, alors là, par contre, elle est absolutisée dans cette espèce d'idéologie post-libérale. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, hein, c'est-à-dire le tout privatisation du monde. Ce qui s'est passé avec l'épisode grec, à mon avis, est bien connu en France, en Europe, est typique. Au fond, comment dire, le plan d'ajustement structurel que la Troïka a imposé à la Grèce n'a servi à rien du point de vue de l'objectif affiché, qui était de réduire la dette publique grecque. Le ratio dette publique sur PIB en Grèce est toujours égal à 180% aujourd'hui, même niveau que celui qui était le sien en 2010. Donc de ce point de vue-là, c'est l'échec total. Mais en fait, peut-être que l'objectif véritable n'était pas du tout de résoudre le problème de la dette publique grecque, qui est insolvable si on ne fait pas un grand plan Marshall pour la Grèce, mais c'était au contraire d'en profiter pour privatiser la Grèce. C'est bien ce qui s'est passé. Tous les aéroports grecs ont été privatisés, toutes les grandes compagnies publiques grecques ont été privatisées, un bout du port du Pirée a été privatisé, une île grecque, donc le territoire national, a été vendu. Tout ça pour essayer, tant bien que mal, de payer une dette publique qui avait été organisée en fait avec la complicité des autorités européennes. Je pourrais entrer dans le détail si vous voulez. Voilà. Donc là, et vous savez bien qu'aujourd'hui, les débats que nous avons, par exemple, sur la PMA, la procréation médicalement assistée, sont des débats qui tournent autour d'un sujet pas toujours forcément explicité, qui est la privatisation du corps des femmes. Oui, c'est quand même ça qui est en jeu. Est-ce que le corps féminin devient un objet marchand, pas simplement à travers la prostitution, dont un certain nombre d'économistes ont proposé de la faire entrer dans le calcul du PIB, mais également, par exemple, à travers les débats que nous avons sur la PMA. Bon, donc, et nos espaces privés, nos espaces intimes sont tous en voie de privatisation, comme vous le savez. Donc là, il y a un grande utopie délétère, destructrice, qui détruit le lien social comme tel, puisque, et ça c'est un diagnostic qui avait déjà été fait par quelqu'un comme Karl Polanyi, hein, dans les années 40, à partir du moment où vous privatisez la terre, c'est-à-dire les ressources naturelles, ça c'est la crise écologique, le travail, ça c'est la destruction des conditions de travail décentes, sur lesquelles quelqu'un comme Alain Supiot a beaucoup travaillé, et puis l'OIT aussi évidemment, et puis la monnaie, et vous savez bien qu'on a privatisé la monnaie en zone euro. À partir de ce moment-là, c'était le diagnostic de Polanyi, vous détruisez le lien social. C'est bien ce qui nous arrive, à mon avis. Et alors c'est là qu'à mon sens, il faut faire intervenir 4 grandes catégories que j'ai essayé de thématiser dans le livre qui va sortir en mars, Composer un monde en commun. Et je vais très vite, hein, vous m'en excusez, puis je vais m'arrêter dans 5 minutes. Ces 4 catégories, ce sont le privé, le public, le tribal et le commun. Elles viennent d'un certain nombre d'économistes, notamment de quelqu'un comme Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel en 2009. Mais comme vous le savez sûrement, les catégories des économistes proviennent elles-mêmes du droit. Les économistes sont juste des ingénieurs qui se sont échappés de la tutelle du droit dans les années 50. Et les catégories du droit elles-mêmes proviennent en grande partie de la théologie, comme vous le savez, le droit occidental en tout cas, et en particulier de la révolution grégorienne au XIe, XIIe siècle. Alors, le privé, c'est le droit, c'est les choses privées telles que le droit romain les avait thématisées. Le public, c'est la res publica, tel qu'également le droit romain les avait thématisées. Et puis, les communs, la res communis, c'est justement ce qui est commun à une partie, disons à l'ensemble de l'humanité, qui ne revient pas spécifiquement à l'État, alors je caractérise un tout petit peu, et qui est fragile, au sens où si on essaie de le privatiser, ça le détruit. Alors, des exemples de communs, vous voyez bien la santé. Aujourd'hui, nous en faisons tous l'expérience depuis 2 ans. La santé est un grand commun global. La santé d'une famille de Wuhan concerne la totalité de l'humanité. La santé d'une famille en Guinée équatoriale ou en Guinée-Conakry,
en 2016, lorsque je suis allé visiter la Guinée, à la fin de l'épidémie d'Ebola, la santé des paysans guinéens concerne la totalité de l'humanité. Donc c'est bien un commun. Simplement, si vous essayez de le privatiser, autrement dit, si vous continuez de faire payer avoir accès à des brevets qui donnent accès aux vaccins, etc., à ce moment-là, vous détruisez la santé. C'est-à-dire que vous rendez impossible la lutte contre la pandémie. La privatisation de la santé, dans laquelle nous sommes engagés, à mon avis, rend impossible une lutte efficace contre la pandémie. Nous avons éradiqué la variole dans les années 70, pas du tout grâce à Big Pharma, mais bien grâce à une coordination au niveau international des États-nations et des sociétés civiles concernées. Et donc, alors, les communs, c'est ça. Ce sont des ressources partagées dont nous pouvons décider collectivement de créer des institutions qui en prendront soin, plutôt que de les détruire en les privatisant. Et puis, il y a une quatrième catégorie qui est le tribal, et qu'à mon avis, on oublie, qui au fond traverse aussi nos sociétés depuis des millénaires. Les deux catégories les plus anciennes, à mon avis, de l'humanité, c'est le commun. Nous faisons du commun depuis toujours, comme M. Jourdain. Et puis, par exemple, si vous avez vécu en Afrique, ce qui est mon cas, dans des villages de brousse, comme on disait autrefois, bien, vous savez bien que la terre est un commun. La terre n'appartient à personne en privé. Elle n'appartient même pas au chef du village, elle n'appartient pas au chef de terre, elle appartient à tous. Et le chef du village ou le chef de terre, comme on dit au Tchad par exemple, c'est celui qui va, au nom de la communauté, décider de la répartition provisoire de la terre. Ce n'est pas du tout le propriétaire de la terre. Donc le commun est certainement la catégorie la plus ancienne que nous vivions aujourd'hui et aussi la plus moderne et la plus neuve. Tout ce qui s'invente sur Internet relève du commun. Tout ce qui tourne autour du détricotage de la propriété privée. On a un faisceau de droits, le copyleft par exemple, les free softwares, le peer-to-peer, etc. Tout ça, c'est de l'invention ou de la réinvention du commun dans un monde digital. Et puis donc, je reviens au tribal. Le tribal, à mon avis, c'est l'autre grande catégorie, universelle et très ancienne, qui en réalité menace toujours le commun. Le tribal, c'est le frère jumeau démoniaque du commun, c'est-à-dire que c'est la situation dans laquelle eh bien, vous réservez tout à la tribu, quel que soit le sens que vous voulez donner à la tribu, et tous ceux qui n'en sont pas sont vos ennemis. Donc ça, si vous voulez, pour reprendre les grandes catégories que nous connaissons, nous, juristes occidentaux, pas moi, mais les juristes occidentaux, vous, Mireille notamment, ça c'est Carl Schmitt. C'est-à-dire c'est finalement ce qui fonde le lien politique, c'est la relation ami-ennemi. Les amis sont ceux qui sont dans la tribu, les ennemis, ce sont les autres, face auxquels toute violence est autorisée, puisque ce sont des ennemis par nature. Voilà. Et mon diagnostic, c'est que la privatisation du monde, engagée par cette idéologie post-libérale dans laquelle nous baignons depuis une quarantaine d'années, parce qu'elle détruit le lien social, force une partie de nos collectifs humains à se retribaliser. Finalement, le grand projet des Lumières, c'était de sortir de la tribalisation du monde et d'inventer, par exemple en France, une forme de république qui ouvre l'espace au commun, dans une histoire compliquée dans laquelle je peux rentrer, mais peu importe, avec le mouvement des enclosures, la destruction des communaux en France, etc. Bon. Mais en tout cas, il y avait ce projet-là. Alors malheureusement, à mon avis, projet dans lequel il y avait une ambiguïté profonde, qui était le rôle donné à la propriété privée au XVIIIe siècle, dont nous avons fait l'expérience, et nous refaisons l'expérience aujourd'hui, qu'il est délétère. Si nous absolutisons la propriété privée, nous détruisons le lien social, c'est bien ce qui se passe. Et cette destruction-là conduit à une retribalisation forcée, violente, terrible, dans nos sociétés, en particulier du côté des victimes. Alors c'est le grand thème, par exemple, d'un beau livre de Pankaj Mishra, un intellectuel indien qui vit à Londres, qui s'appelle The Age of Anger, en anglais. Alors j'imagine que ça a été traduit par l'âge de la colère, en français, qui dit exactement ça, c'est-à-dire sa thèse, mais maintenant elle est assez répandue, il y a quelque chose de commun entre, disons, les Blancs déclassés de la Rust Belt aux États-Unis qui votent Trump, les Indiens hindous furieux qui deviennent anti-musulmans sous l'impulsion de Modi en Inde, Boko Haram dans les milieux sahéliens, les gens qui votent Le Pen ou Zemmour en France, etc. Oui, il y a une frustration collective commune liée à la destruction du projet des Lumières et la destruction du lien social par le post-libéralisme. Et cette frustration-là conduit à recréer des solidarités tribales, parce qu'on ne peut pas s'en sortir autrement. Et c'est bien ce qu'on voit aux États-Unis, d'où je vous parle. Il y a une retribalisation du lien social aux États-Unis qui est extrêmement puissante. C'est bien, je crois, ce à quoi on assiste en France.
la pauvreté absolument désarmante du débat que nous avons pour la campagne présidentielle en France dit ça. En réalité, quelqu'un comme Éric Zemmour vient retribaliser le débat en disant, au fond, ce qui compte, c'est ma tribu, rien d'autre. Voilà. Donc, l'idéal républicain construit sur la chose publique d'un côté qui relève de l'État et les choses communes qui relèvent de l'articulation entre l'État et la société civile, tout ça passe à la trappe. Voilà, et je crois qu'au fond, quand vous nous disiez, Mireille, à mon avis, à très juste titre, il nous faut une espèce de redressement, quoi. Ma position à moi, c'est de dire, en tout cas, c'est ce que j'essaie de défendre dans mon livre, c'est de dire, en fait, il nous faut des Lumières 2.0. Reprendre à neuf le projet des Lumières, en faisant quoi? En réorganisant la désacralisation du pouvoir. Et ça passe par la régulation des marchés financiers, notamment, mais aussi, par exemple, la régulation des médias sociaux. Deuxièmement, la réinstauration ou la réinstitution du droit et de l'égalité devant le droit. Ça, c'est ce que fait Claire tous les jours. C'est son bread and butter, comme on dirait ici. Et puis, troisièmement, la substitution des communs à la propriété privée. Non pas pour supprimer la propriété privée, elle a le droit de citer, mais il faut la remettre à sa place, remettre des barrières à son absolutisation et dire il y a un certain nombre de réalités qui doivent être honorées comme des biens communs et pour lesquelles nous devons construire des institutions idoines. Je donne juste un exemple et je vais m'arrêter là. Si je reprends l'exemple de la santé, il existe une magnifique initiative qui a été lancée il y a une quinzaine d'années par des médecins français qui venaient, alors je ne sais plus si c'est Médecins du Monde ou Médecins sans frontières ou les deux, qui s'appelle DNDI, Drugs for Neglected Disease Initiative, qui est située à Genève et qui est une plateforme de collaboration entre des États souverains, Big Pharma, des labos pharmaceutiques privés, et des ONG dédiées à la question médicale. Qu'est-ce que fait DNDI? DNDI propose des thérapies contre des maladies négligées par le secteur privé parce que les gens qui en souffrent n'ont pas assez d'argent pour être financièrement intéressants. Par exemple, l'hépatite C, par exemple, en Égypte. Et donc, DNDI n'arrive pas à donner gratuitement, mais vend des thérapies contre l'hépatite C en Égypte pour $300, là où ça vaut 3 000 € en moyenne en Europe. Et donc, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est une manière quand même d'honorer la santé comme commun, d'en réduire le plus possible la privatisation. Grâce à quoi? Grâce à l'organisation d'une institution internationale où la discussion entre ses frères ennemis que sont l'État, la société civile et le secteur privé est rendue possible. Et ça, à mon avis, c'est un embryon de construction d'institutions qui vont beaucoup plus loin que la communauté internationale onusienne que nous avons construite après la Seconde Guerre mondiale, qui était elle-même encore complètement tributaire du projet des Lumières, ce qui était très bien pour l'époque, mais qui demande à être réécrite aujourd'hui, à mon sens, pour honorer les communs globaux que sont la santé, évidemment, le climat, l'écologie, la biodiversité, mais aussi la culture, les langues, etc. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Giraud. Et je souscris entièrement à votre projet et je pense que l'Union européenne devrait s'en emparer pour lui donner un souffle nouveau qui ne serait pas fondé uniquement sur l'ouverture des marchés et la privatisation à outrance. Mais c'est un vaste programme et je ne suis pas sûr que les conditions politiques soient actuellement réunies, mais la pensée avance et il faut justement produire du savoir et de la pensée. Alors, nous avons des questions dans le chat. Une première question qui est posée à l'ensemble des panélistes. Je la lis. Quelle pourrait et devrait être la place, la marge de manœuvre, le pouvoir de la société civile et des citoyens pour contrebalancer les dérives du non-respect des droits, en particulier des dérives qui relèvent de la responsabilité des instances publiques. Donc, quelle place pour la société civile, pour tout à chacun, pour les individus qui composent la société et qui sont à la fois des hommes et des femmes, et aussi des citoyens? C'est peut-être Madame Hédon qui est particulièrement interpellée. Oui, mais je pense que Mireille et Gaëlle auront aussi des choses à rajouter. Mais ça veut aussi dire qu'il faut que le pouvoir accepte de partager le pouvoir si on veut que la société civile ait une place et puisse se faire entendre. Je vais vous raconter quelque chose qui m'a absolument sidérée assez récemment dans l'institution où on était chargé de faire un rapport sur les droits
des Roms et des gens du voyage au titre de nos compétences comme contribution à la stratégie française. Et donc, on a fait ça en 2 temps. Et donc, avec les gens du voyage, j'ai d'abord voulu réunir les associations, voir avec eux quels étaient leurs problèmes d'accès aux droits, ce que nous, on voyait dans l'institution, mais d'ailleurs pas suffisamment parce que les plus en difficulté, finalement, eux aussi ont du mal à nous saisir. Et c'est, vous vous en doutez, une de mes préoccupations. Comment faire pour que les plus éloignés du droit nous saisissent? Et donc, j'ai fait une première réunion avec les associations, puis après, j'ai voulu faire une réunion avec les associations et les services de l'État pour dialoguer sur cette question-là. Et il y a un haut fonctionnaire, j'ai plutôt de ce que je vois une grande admiration pour les hauts fonctionnaires qui cherchent à bien faire, qui ont un grand sens du service public, qui ne sont pas partis dans le privé faire fortune. Donc, ce n'est pas une critique de la haute administration qui, je trouve, cherche à bien faire et un grand sens du service public. Mais voilà un haut fonctionnaire qui est chargé de faire un état des lieux des aires d'accueil des gens du voyage, qui donc explique ce qu'il est en train de faire. Les associations de gens du voyage ont évidemment plein de choses à raconter là-dessus et je comprends qu'il ne les a pas encore consultés. Et je peux vous dire que 6 mois après, il ne les a toujours pas consultés. Mais donc, je suis absolument sidérée par ce genre de choses parce que je dis donc, nous, on ne peut pas passer toute la réunion sur la question des aires d'accueil parce qu'il y avait plein d'autres droits à voir, mais je dis ce serait bien que vous vous voyiez en dehors et qu'il y ait un échange avec les associations. Et ce haut fonctionnaire répond oui, s'ils sont de bonne foi. Je trouve cette phrase d'une violence d'abord inouïe. Et puis surtout, ce qui, moi, me sidère, c'est ne pas comprendre que finalement, son rapport sera mieux s'il consulte les associations de gens du voyage, parce que globalement, ce que je lui ai répondu, écoutez, c'est ni vous ni moi qui vivons sur ces aires d'accueil, donc je pense qu'en termes de compétences, c'est eux qui vont pouvoir vous dire, celles qui ont une qualité suffisante, qui ne sont pas inondables, dans lesquelles il y a accès à l'eau et à l'électricité ou pas. Mais en fait, ce que je vous raconte là, ça fait plusieurs fois que je le vois. Donc, la question, parce que Mireille, vous évoquez le croisement du savoir, le croisement des savoirs, je peux vous dire quand même, on en est encore loin sur le fait d'élaborer d'abord ensemble un certain nombre d'analyses et de points de vue et de ce qu'il faudrait faire. Et on est loin du partage du pouvoir. Et ce que dit Gaëlle sur l'importance de désacraliser le pouvoir, enfin, moi, je trouve que, en tout cas, ça me parle bien. Mais donc, la place de la société là-dedans, eh ben, c'est pas facile parce que je pense qu'il faut mettre un pied dans la porte en permanence. Il faut dire en permanence que cette société civile a des choses à dire et surtout réussir à faire comprendre que les pouvoirs publics feront mieux s'ils font avec. Voilà. Mais je pensais qu'on était plus avancé que ce que j'observe, très honnêtement. Mireille, Gaëlle, vous avez une opinion sur ce point? Mireille. Oui, je veux juste dire que ça m'a fait penser, quand on a évoqué la question un peu plus tôt dans le déroulement de notre conversation, ça m'a fait penser à la notion d'interdépendance et au fait qu'on a plus que jamais besoin de reconnaître des interdépendances. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que soient reconnues les dépendances, mais il faut d'emblée mettre en place un chemin de réflexion, mais pas dans un sens théorique et abstrait, dans un sens très pratique et aussi concret que possible, vers les interdépendances. Et les interdépendances, ça rejoint les communs en réalité. Les interdépendances, elles existent dans tous les domaines qui ont été énumérés comme faisant partie des communs. Donc, simplement, si on faisait l'effort de reconnaître que les biens communs sont source d'interdépendance, il me semble que ça aiderait à sortir de l'impasse actuelle, qui en réalité nous empêche de penser autrement qu'en termes de public-privé commun, etc. Donc, je serais intéressée par les réactions des uns et des autres là-dessus. Et je me demande notamment si Gaëlle Giraud a aussi des remarques dans le même sens. En tout cas, je vois là un thème, interdépendance et bien commun, qui pourrait peut-être nous faire avancer de façon très concrète, très, très matérielle, très instrumentale, je dirais presque. Oui, je me permets d'ajouter que la solidarité, ça ne veut pas dire nécessairement aimer l'autre.
ça veut dire aussi tenir compte de la présence de l'autre et construire un lien social, pas nécessairement affectif, mais construire des solidarités collectives qui font qu'on arrive à vivre ensemble, sans obliger les gens à s'aimer les uns les autres, d'une certaine manière. Gaël, vous avez été interpellé. Oui, merci beaucoup. Je souscris évidemment complètement à la fois à ce qu'a dit Claire et ce que vient de dire Mireille. Peut-être une manière de dire ça, c'est au fond, là, il y a un défi aujourd'hui qui est adressé à la puissance publique, qui est de comprendre que, on pourrait dire, la philosophie de l'État, ça n'est pas seulement de prendre soin des choses publiques, mais également d'assurer les conditions de possibilité, au sens kantien du terme, de l'émergence de communs dans la société civile. Et là, il y a une réarticulation du public et de la société civile qu'il faut réinventer. Et ça répond à la question initialement posée, c'est-à-dire, est-ce que la société civile a un rôle à jouer? Il est majeur, à mon avis. C'est-à-dire, ça ne peut pas être nos hauts fonctionnaires qui peuvent inventer les communs de la société civile. Ils peuvent faire en sorte que le droit facilite cette invention et que la société civile puisse s'en saisir et être créative. Alors, je donne un exemple très concret, plutôt de mon expérience comme économiste, tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle les monnaies complémentaires. Donc, vous savez qu'on crée aujourd'hui des monnaies complémentaires partout. Il y en a dans la Creuse, voilà, qui est un lieu qui m'est cher, comme vous savez, en France. Alors, le point, c'est qu'elles sont très fragiles puisqu'elles dépendent complètement d'une communauté de gens qui se connaissent plus ou moins, qui décident d'organiser une monnaie complémentaire entre eux. Et puis, vous savez, sur 100 monnaies complémentaires qui se créent, il y en a 90 qui disparaissent assez vite, malheureusement. Il y en a quelques-unes qui ont énormément de succès, celle par exemple du Sardex en Sardaigne, dont le volume des transactions aujourd'hui est de 1 milliard d'euros, l'équivalent d'1 milliard d'euros par an. Et vous avez également des communautés qui essaient d'organiser des relations internationales entre monnaies complémentaires. Mais la grande question qui est posée à tout le monde, c'est comment donner d'une certaine manière les promesses de la vie éternelle à ces monnaies complémentaires et comment les articuler à la puissance publique. Et une manière de faire, ce serait de dire, par exemple, une collectivité territoriale, une commune, par exemple, pourrait dire, eh bien, à partir de demain, nous allons payer une partie du salaire de nos fonctionnaires territoriaux avec cette monnaie complémentaire. Et nous allons autoriser les citoyens à payer une partie de leurs impôts locaux avec cette monnaie complémentaire. Ce qui permettrait à cette monnaie complémentaire de faire le circuit complet de la monnaie dans une économie, qui est de passer par la case de l'État, dans la mesure où les fonctionnaires sont payés en partie avec, et puis dans la mesure où vous pouvez payer une partie de vos impôts avec cette monnaie. Alors, ça n'a jamais été fait à ma connaissance. Les collectivités territoriales que j'ai sondées sont assez réticentes, parce que vous voyez bien que ça revient à réintroduire dans l'espace juridique français deux monnaies. Mais en fait, on l'a fait pendant des siècles. Le Moyen-Âge européen était un Moyen-Âge avec une biodiversité monétaire extraordinaire, bien plus grande qu'aujourd'hui. En fait, le monogénisme monétaire est une invention récente et extrêmement dangereuse du point de vue économique. Alors ça, c'est un exemple d'invention institutionnelle qu'on pourrait essayer de mettre en œuvre, qui ne se fera que sous la pression de la société civile, mais qui est à portée de main d'une certaine manière. Hein. Sauf qu'évidemment, il y a des enjeux derrière, juridiques et philosophiques, qui sont considérables. Et puis peut-être un mot très rapidement, excusez-moi, je suis trop long, sur la question qui est chère à Mireille de l'interdépendance, je suis entièrement d'accord. C'est un vieux thème en fait chrétien, alors pardonnez-moi de rapporter ma casquette de jésuite, mais l'expérience qu'une plus grande interdépendance me rend au fond plus autonome et plus heureux, ça c'est une expérience chrétienne, mais je crois universelle. Bon, les chrétiens disent ça à leur manière. Et d'une certaine manière, on a tous à refaire cette expérience-là, de dépendre de la forêt qui est ici à Washington où je suis à 2 pas, des arbres qui m'entourent, de l'oxygène que je respire, de l'eau que je bois, qui est la même que celle qui circulait sur la planète sous l'Empire romain. En fait, prendre conscience de cette interdépendance-là et accepter d'y consentir, au fond, rend en vérité plus humain et plus heureux. Là où notre imaginaire post-libéral croit que tout ce qui relève de la dépendance, en réalité, nuit à ma liberté fondamentale. C'est exactement le contraire. Et j'ajouterais que vous avez parlé de désacralisation. Il faut aussi sans doute resacraliser. Et le sacré n'est pas que religieux, il y a un sacré laïque. Et ce sont des choses qui sont fondamentales, bien sûr, dans le lien social. Alors, une autre question qui axe plutôt sur les enjeux en termes d'environnement. Les solidarités sont également mises au défi d'un dérèglement climatique et d'un effondrement du vivant qui vient mettre en grand danger tout ce qui permet la vie aux habitants de cette planète. Y faire face ne nécessite-t-il pas une bifurcation
penser en croisant les différentes pensées et expériences, en particulier celles des pays les plus pauvres et les plus pauvres de manière générale. Et une autre question en lien, je la pose, comment agir pour restaurer les communs que sont la planète, le climat et la biodiversité? Mireille. C'est une question immense et il y a récemment un livre qui est paru sur les procès en matière climatique, mais c'est vrai qu'il faut commencer à s'interroger sérieusement sur la bifurcation qu'implique une telle question. Parce qu'il ne suffira pas de dire oui, l'environnement, la forêt, disons plus généralement tout ce qui touche à la nature, nous oblige à repenser complètement notre relation au monde, nous les humains, au monde des humains et des non-humains, au monde des présents, des humains présents et des humains futurs. C'est vrai qu'il y a un tableau gigantesque à reprendre. Et là, pour le moment, on a fait seulement esquisser, on a essayé là ensemble d'esquisser très, très modestement pour ma part, quelques traces, quelques pistes, mais il y a probablement quelque chose de beaucoup plus ambitieux à lancer. Et là, je pense qu'on est en plein dans ces domaines d'interdépendance, alors qu'on l'appelle interdépendance, qu'on l'appelle autrement, mais on est dans ces domaines où on ne peut pas travailler seul. Seuls les juristes, seuls les économistes, seuls les artistes, mais il faut travailler de façon croisée. Et là, la notion de croisement des savoirs, des pouvoirs, des vouloirs me paraît plus que jamais un point de départ absolument nécessaire. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps pour croiser nos savoirs, mais je crois qu'au moins, on peut repérer qu'il y a là quelque chose d'urgent, il y a une urgence. Gaël? Oui, très rapidement. Donc, effectivement, c'est un sujet colossal. Peut-être, puisque nous sommes plutôt orientés du côté du droit, je peux juste évoquer très rapidement un débat qui a lieu aujourd'hui, qui a été lancé par quelques-uns d'entre nous, pas ceux qui sont autour de la table ici aujourd'hui, mais l'idée, par exemple, qu'il faudrait accorder le statut juridique de la personne à des écosystèmes naturels. Alors, ce serait le type de révolution juridique qu'il faudrait mettre en œuvre pour pouvoir protéger nos communs, en particulier nos communs environnementaux. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je ne suis pas du tout enthousiaste à cette idée-là. Face à cette idée-là, je pense qu'elle est elle-même habitée par un imaginaire post-libéral, au sens où on voudrait croire que la multiplication des personnalités juridiques va permettre de limiter la personnalité juridique de ceux qui aujourd'hui détruisent la planète, des entreprises et des individus d'ailleurs, et puis aussi des États. Vous avez le problème, par exemple, de l'Amazonie au Brésil. Au nom de quoi peut-on obliger le gouvernement brésilien et l'État brésilien, qui est souverain, à prendre soin de l'Amazonie, qui est un grand commun global. Et alors, vous savez qu'il y a un certain nombre de gens, Bruno Latour pour ne pas le nommer, qui disent il faudrait donner la personnalité juridique à des écosystèmes naturels. Je crois que c'est une erreur. L'inflation de la personnalité juridique fera les délices des avocats américains, mais ne va pas nécessairement du tout protéger les écosystèmes naturels. Je crois qu'il faut revisiter au contraire le concept de personnalité juridique, mais là, j'outrepasse complètement mes compétences. C'est plutôt à Mireille de prendre la parole. Et en tant que théologien, je dirais en réalité, comme vous le savez, le concept même de personnalité juridique vient de la théologie chrétienne du IVe siècle, la persona, en particulier, disons, les grandes rédactions des conciles christologiques du IVe siècle, prosopone en grec, la persona en latin, et comprendre qu'en réalité, la grande tradition chrétienne qui est l'impensé, qui continue de hanter notre droit occidental, c'est que la personne, c'est quelqu'un qui s'auto-limite. Et donc, il faut recomprendre ça et dire, par exemple, aux nos entreprises, on ne vous donne la personnalité juridique, on vous donne le droit d'opérer que si vous consentez à vous auto-limiter pour ne pas détruire nos communs globaux. Voilà, je pense qu'il y a un autre terrain d'investigation et de révolution intellectuelle, philosophique, politique à mettre en œuvre. Je suis d'accord avec vous et ça rejoint la pensée de Marie-Angèle Hermite qui considère qu'il ne faut pas personnifier la nature, mais au contraire poser des devoirs à l'égard des hommes de respecter la nature. La parole est maintenant… Les deux ne sont pas incompatibles. Oui.
Parce que dans mon esprit, je n'impliquais pas forcément la nécessité de reconnaître la personnalité juridique. Oui, oui. Je crois qu'on peut croiser l'ensemble. La parole est maintenant à la salle à Goutela. Je crois qu'un micro circule. Sinon, il y a encore des questions dans le chat. Ah, j'ai vu une main se lever, madame. On ne vous entend pas. Voilà, le micro fonctionne. Moi, Oui. je me posais la question, enfin, on pose la question des solidarités. La solidarité, comment est-ce qu'on peut faire pour vivre la solidarité quand aujourd'hui, les modes de communication entre les personnes sont dématérialisés? Moi, ça me pose question. Il me semble que la solidarité, elle se fait avec des personnes vivantes et pas avec simplement des écrans derrière lesquels les personnes n'existent pas, ou elles ont une existence sinon factice, du moins virtuelle. Madame Edon, vous avez abordé le sujet. Je pense qu'on ne peut pas vivre qu'à distance. D'ailleurs, évidemment, ça aurait été beaucoup mieux qu'on puisse échanger en se voyant, même si on arrive à compenser comme ça. Mais je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites. Et d'abord, parce qu'autrement, cette solidarité, elle exclut ceux qui n'ont pas accès à la dématérialisation. Et je trouve qu'on l'a bien vu pendant le premier confinement, dans des familles en situation de pauvreté, mais pas que forcément en situation de pauvreté, qui n'avaient pas des écrans pour chacun des enfants, qui n'étaient pas connectés à Internet. Les enfants n'ont pas pu suivre la scolarité à distance. Moi, je suis très inquiète de ce que je vois en ce moment se développer Pronote à l'école, qui est cet objet dématérialisé qui permet à l'école d'échanger avec les parents, qui permet à l'école de mettre les devoirs qu'il y a à faire aussi sur Pronote, et les enfants, ils rentrent chez eux, ils n'ont pas forcément accès à Internet. On leur explique en plus qu'il ne faudrait absolument pas passer leur vie devant les écrans, et ils sont obligés de faire leurs devoirs devant un écran. Je pense que on a vu avec cette crise qu'il y a des choses qu'on pouvait faire à distance, et c'est une bonne chose pour la planète, parce que je pense qu'on se déplacera un peu moins et qu'on peut aussi faire des réunions à distance, mais je pense vraiment qu'on ne peut pas tout faire à distance. Autrement, on exclut une partie de la société. Et juste par rapport, je voulais réagir à quelque chose qu'a dit Gaëlle là, sur la retribalisation de la société, moi qui m'inquiète aussi beaucoup, et qui, je trouve, nous fait revenir aussi à l'âge de pierre de la loi du plus fort. Dans cette question-là à chaque fois, et que je la trouve très liée, et je trouve vraiment dans le débat actuel politique, on en revient régulièrement, pas dit comme ça, mais enfin ça revient exactement à ça, à la loi du plus fort, et moi j'avais quand même l'impression qu'a priori on en était sorti, mais l'impression d'y revenir de façon massive. Et pour ajouter un mot sur la dématérialisation, nous n'en sommes qu'au début, et nous sommes maintenant dans l'ère qui va encore augmenter de la réalité virtuelle immersive. Donc, nous allons encore avoir de nouveaux outils qui vont encore plus dématérialiser les échanges. Peut-être une dernière question, si on a le temps. Je fais la synthèse de deux questions qui sont posées dans le chat. Ah, pardon, monsieur. Oui, je ne vous avais pas vu. Monsieur, vous avez la parole. Allez-y. On ne vous entend pas. Non. Allô? Oui, Oui, ça marche? très bien. Oui, moi je voudrais revenir sur Claire Hédon, ce que vous venez de dire à l'instant par rapport à l'école. C'est un constat, comme vous en avez fait beaucoup, concret. C'est à la rentrée scolaire, un festival que certains, je pense beaucoup d'entre vous d'ailleurs connaissent, à Buisson dans les Vosges. C'est les pots de chair. Je ne sais pas si vous avez souvenir, nous parmi les anciens, c'était le chroniqueur judiciaire sur France Inter, et c'était Frédéric son prénom. Mais c'est son frère ou son nom, son frère, bref, qui a créé un théâtre. C'est le seul théâtre français, puisqu'on est ici à Goutela dans un lieu de culture, le seul théâtre français qui n'a pas de fond de scène. Le fond de scène, les pots de chair avaient décidé de rien mettre. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient les paysans, pendant qu'on jouait Shakespeare, pendant qu'on jouait des œuvres très classiques du Molière, puisque en fait le 400e centenaire, eh bien on voyait les gens, les paysans qui labouraient, qui plantaient leurs pommes de terre et tout. C'était en 1800, avant 1900. Donc, vous dire que les arbres ont poussé,
Moi, j'y étais cet été, c'est ravissant. Je vous conseille absolument d'y aller. Il y a un festival chaque année, professionnel et amateur. Et pour vous dire ça, c'est parce qu'il montrait que la culture était réservée à une élite, à une personne. Et par là même, moi qui m'occupe d'un réseau d'échanges dans la ville de Feur, voisine de Goutelas, je constate énormément qu'il y a une lacune énorme. Alors, vous parliez de l'école. Alors, je reviens à Bussan. Moi, j'ai parlé aux gens du village. Le gros problème, quand il y avait les cours par Internet, eh ben, ça ne passait pas. Il n'y avait aucune connexion Internet dans le village. Dans ce village qui parlait d'œuvres, les plus grandes œuvres de littérature. Alors, et en 2022, 21, pardon, l'an dernier, donc à la rentrée scolaire. Donc voilà, le déphasage énorme. Deuxième chose, je vais être bref parce que je vois que l'heure s'avance. Je reprends mes lunettes, je ne vois plus rien. C'est tout à l'heure, c'est Gaël, je crois. Vous avez parlé de Zemmour. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a quelqu'un qui habite pas loin d'ici, à Saint-Étienne. Est-ce que vous connaissez Luc Châtel? Ce n'est pas le ministre, hein. Ce n'est pas le ministre de l'Éducation nationale que j'ai eu comme patron, qu'on a eu comme patron. C'est Luc Châtel, c'est l'homonyme. Il est correspondant du journal Le Monde. Il habite à Saint-Étienne depuis 3 ans. Il a été responsable de témoignages chrétiens pendant je ne sais pas combien d'années. Donc, on parlait tout à l'heure de religion, de Dieu, de croyance et tout. Donc, je pense qu'il connaît très bien le sujet. Il vient de sortir un bouquin. C'était dans la tribune de lundi dernier. Demain, on sera le 24. Donc, c'était le 17. Le 17, reprenez la tribune du 17 janvier 2022. Il y a une page entière sur lui. Et j'ai perdu le titre et je n'ai pas le document sur moi. Là, c'est Zemmour. Il décortique toutes les erreurs, tous les mensonges, pardon. Et je dirais plus que ça. J'ai essayé de l'obtenir. Alors, le drame qu'il y a, eh bien, on peut l'avoir que par Amazon. Et je suis contre Amazon. Bon, ma librairie ne peut pas l'avoir. Il faut descendre à Saint-Étienne pour aller le chercher. Troisième chose, c'est... j'ai perdu le troisième. Je vais le trouver tout de suite. Ah, pardon, excusez-moi. La feuille est partie. Mais peut-être Madame Edon peut réagir sur ce qu'on appelle le sa désert troisième numérique. question. Je vais réagir sur ce que vous avez dit. Vous avez parfaitement raison, je ne l'ai pas évoqué, mais les zones grises et blanches qui font qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas accès à Internet dans les zones rurales. On a un exemple, nous, de réclamant qui a été rayé de Pôle emploi parce qu'il n'a pas répondu à un email lui demandant justement de venir à un rendez-vous. Pour cause, il est en zone blanche, il a pas reçu l'email en question. Je ne sais pas si vous avez suivi aussi récemment encore par Pôle emploi quelqu'un qui a été rayé parce qu'il a envoyé, lui, ses candidatures par courrier, non pas par mail. Et donc, Pôle emploi ne pouvait pas surveiller de façon précise ce qu'il avait envoyé, et donc, pareil, rayé. Enfin, on est dans un système qui confine à l'absurde sur ces questions-là. Et oui, ça veut dire que du coup, enfin, cette question de dématérialisation concerne pas mal le monde et pas que les plus précaires. Alors, il y a une question c'est la synthèse de 2 questions sur le chat et on va peut-être terminer par là parce qu'il est déjà 18h04. Mais deux questions sont assez convergentes et qui en substance demandent si on ne devrait pas s'inspirer des pratiques et des coutumes, notamment des Amérindiens ou des peuples premiers, notamment s'agissant des communs. Gaël, peut-être. Oui, je peux répondre rapidement à ça. J'essaie d'en parler en détail dans mon prochain livre. Là. La réponse est oui, j'en suis absolument convaincu. Pour des tas de raisons. La première, c'est que ces populations dites autochtones, notamment en Amazonie, savent comment protéger les écosystèmes de l'Amazonie. Nous ne savons pas faire ça. Eux, ils savent faire ça. Deuxièmement, et ça c'est quelque chose d'assez remarquable qui a été montré dans le dernier livre de David Graeber, juste avant sa mort, en fait, anthropologue new-yorkais. Alors, livre qui est en partie contesté, mais pas sur ce point-là. Au fond, les Amérindiens d'Amérique du Nord, découverts par les missionnaires, certains d'entre eux étant jésuites au XVIIe siècle, c'était la première société découverte par l'Europe où il n'y avait pas une hiérarchie construite avec au sommet de la hiérarchie un État. C'est des sociétés sans État. Et d'une certaine manière, c'est la thèse de Graeber, hein, disons, la liberté de pensée du XVIIIe a été alimentée par la découverte ébahie par nos élites européennes du fait que c'était possible. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne chose. Je ne crois pas du tout qu'on puisse aujourd'hui, en Europe, construire des sociétés sans État. Une fois qu'on en a un,
Je dis pas que, voilà, je ne suis pas du tout un adversaire de l'État et je ne participe pas du tout à, disons, la visée anarchiste de quelqu'un comme Weber, mais je crois que c'est intéressant d'avoir remarqué ça. Et ça, nous le devons aux populations amérindiennes. Mireille, vous voulez réagir sur ce point? Oui, mais écoutez, un peu dans le même sens, tout en nuançant les choses, parce que ça me paraît très important de prendre effectivement exemple, modèle sur certaines pratiques des Amérindiens. Ça ne permet pas de tout résoudre. Donc là aussi, il y a un travail de croisement. Croisement des savoirs, croisement des vouloirs, croisement des pouvoirs qui reste à faire. C'est-à-dire, il ne suffit pas de se donner comme objectif, s'inspirer des pratiques actuelles des Amérindiens. L'objectif doit être plus complexe et plus subtil en même temps, en s'inspirant à la fois des pratiques actuelles et des pratiques antérieures. Et je crois que là, il y a un travail inventif à faire. Et depuis le début, j'ai essayé d'introduire le mot artiste. Il n'y a pas eu beaucoup de rebonds là-dessus. Et il y a pourtant dans la salle un certain nombre d'artistes, en effet. Et je suggérerais qu'une prochaine rencontre se fasse en donnant plus ouvertement et plus systématiquement la parole en même temps à des artistes, qu'ils soient amérindiens ou pas. Merci. Une question de la salle, je crois, Goutla. Oui. Oui, merci de me donner la parole. Je voudrais souligner que dans le propos de Gaël Giraud, moi, je retiens l'idée de délibérer sur le commun et dans le propos de Claire Hédon, celui d'aller vers les plus vulnérables. Et c'est le croisement de ces deux perspectives que je voudrais vous soumettre. Comment inclure dans cette délibération sur le commun les plus vulnérables? Alors, dans l'expérience que ATD Quart-Monde a développée dans les universités populaires, on sait qu'il y a tout un dispositif pour délibérer avec les plus vulnérables, avec les personnes qui vivent la grande pauvreté. Et donc, ma question serait, quelle ingénierie démocratique pour délibérer sur le commun en insérant les plus vulnérables dans cette délibération? Oui, moi, je trouve que la question des conditions de la participation, elles sont absolument essentielles. Enfin, moi, je vous disais le souci que j'ai que les plus éloignés du droit réussissent à nous saisir. Et puis, dans les rapports et avis que nous rendons, comment tenir compte de ce qui est dit par les plus éloignés du droit, pas simplement d'apprendre de leurs difficultés, mais aussi de ce qu'ils proposent. Et je trouve que ce n'est pas simple de mettre en place les conditions qui font qu'il y a un réel échange et pas quelque chose plaqué d'en haut. Je trouve que ce n'est pas simple et c'est une vraie question qui demande plus de temps, mais je suis persuadée là-dessus qu'on ira plus loin en y passant plus de temps. Donc, ça vaut le coup. Gaël, peut-être votre réaction et puis après, on clôturera. Oui, très rapidement, je pense que là-dessus, honnêtement, l'expérience d'ATD Quart-Monde est irremplaçable. Peut-être d'un point de vue, si je reprends ma casquette de théologien, ce qui est derrière cette affaire-là, c'est la question de la règle d'or, qui n'est pas propre d'ailleurs aux évangiles, qui est, comme vous savez, une espèce de méta-règle éthique universelle, comme l'interdit de l'inceste. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Ce qui suppose une vraie expérience de décentrement où j'accepte, je consens de prendre la place de l'autre sans quitter la mienne pour entrer dans une vraie discussion. Et je crois que tous les bénévoles qui travaillent à ATD Quart-Monde font ce travail-là, d'accepter de prendre la place de l'autre sans quitter la mienne. Ce n'est pas de la folie, ce n'est pas de l'aliénation, mais de me mettre à la place de l'autre pour comprendre la position de l'autre et le lieu depuis lequel l'autre ne peut pas. Voilà. Sans ça, il n'y a aucun dialogue possible et on ne peut pas apprendre de l'autre, en particulier les plus vulnérables. Ce sont ceux qui font ce travail-là, parce qu'ils y sont obligés tous les jours, de prendre la place des plus puissants qui les oppriment, pour comprendre d'où ils viennent. Et c'est de cela que nous avons à apprendre à le faire nous-mêmes. Voilà, je crois. Et ATD Quart-Monde, de ce point de vue-là, fait un travail qui est absolument remarquable. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut clôturer la table ronde. Mireille, voulez-vous dire quelques mots pour terminer cette passionnante discussion? Je dirais peut-être pas des mots pour terminer cette discussion, mais pour
la poursuivre, Oui, la continuer, la prolonger, l'élargir s'il le faut, parce que je crois qu'on va rester un peu frustré, à la fois ravi d'avoir pu échanger comme on a pu le faire, ce qui à distance n'est pas si évident que ça. Il me semble que ça s'est passé de façon très naturelle et très simple. En revanche, je suis peut-être plus inquiète que je n'étais au départ par devant l'ampleur des questions à traiter, devant l'ampleur des dynamiques à mettre en place. Et je crois que cette table ronde, cette conversation sous forme de table ronde devrait nous amener à d'autres formes de conversation. Ce qui serait merveilleux, c'est que d'une table ronde à l'autre, on retrouve certains thèmes enrichis par la période précédente. On retrouve le thème, par exemple, la prochaine fois des Amérindiens, on retrouve le thème de donner la parole à la société civile, donner la parole au quart-monde. Et je me demande s'il serait possible que ceux qui ont assisté, qui ont pu prendre des notes suffisamment précises, vous peut-être, et d'autres encore, communiquent, fassent circuler ces notes de manière à ce qu'elles soient à leur tour un outil de travail pour une phase à venir. Et je crois beaucoup à la nécessité de phases successives à venir qui, s'enchaînant les unes aux autres, finissent par déplacer en réalité la question, déplacer le problème, le replacer et le resituer dans un contexte qui soit à la fois nouveau et dynamique. Alors, ça paraît un peu général ce que je vous dis parce qu'il est tard et que c'est la fin de la séance, mais c'est aussi une manière de souligner l'importance que j'attache à une réunion comme celle que nous venons d'avoir ensemble. Avec un grand merci à tous. merci infiniment Mireille, merci à toutes et à tous, merci aux panélistes, merci au public à Goutla, merci au public sur Zoom. Je pense que cette discussion était passionnante et qu'elle ouvre des perspectives, qu'elle a été fructueuse. Voilà, et je suis sûr que Goutla va encore produire beaucoup de savoir pour le pouvoir et le vouloir. Je vous dis donc bonsoir et donc à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous, au revoir. Au revoir.